Donc le terrain, ces 18 mois, presque 2 ans de terrain, se sont terminés fin 82, tout début, je suis rentrée en France en 83. Et ils se sont terminés sur un épisode qui a été très désagréable. Je, les- Comme j'ai dit, le village était assez grand, tout le monde me connaissait, mais moi je ne connaissais pas tout le monde. Et j'avais, comme j'ai dit aussi, beaucoup travaillé avec Ram Kumar, avec les chamans, et mon maître chaman en particulier, mais avec les autres aussi. Et tout se passait très bien. J'avais des droits d'entrée absolument systématiques et ils ne demandaient qu'à m'aider, dans la mesure où j'arrivais à comprendre tout ce qui se passait. Et mais il y avait certainement des tas de choses qui se passaient dont je n'étais pas au courant, des rumeurs à mon propos, enfin, que je ne maîtrisais pas. Et comme je l'ai dit, finalement j'allais peu, j'interagissais finalement assez peu, étant très prise par ces travaux de traduction. Euh, Ça s'est arrivé pour moi, ça m'est arrivé comme un choc quand, quelques jours avant mon départ, c'était en plein pendant les fêtes de Dasein, la grande fête où on tue des buffles, on boit de l'alcool, enfin. Et où que je le connaissais, j'avais un ancien de l'armée indienne, il avait servi dans l'armée indienne et il était à la retraite. Et son père était un conteur extraordinaire et j'avais pas mal travaillé avec lui. J'avais enregistré de nombreuses heures d'histoires, justement. Là, ce n'était pas des chants chamaniques, hein, il n'était pas chaman, mais des histoires et des chants aussi, qu'il était le seul à connaître. C'était un très très vieux monsieur. Et il avait toujours été sympathique, mais là, était-ce la boisson, je ne sais pas. Il m'a prise à partie. euh, Tout le monde était dehors, hein, en train de festoyer. Enfin, il m'a prise à partie et a une grande diatribe en me disant voilà, tu t'en vas maintenant, tu as volé notre culture, euh, tu vas devenir riche et nous on reste là, tu n'as rien fait pour nous. Euh, voilà. J'ai été complètement choquée par ça. Je ne m'y attendais pas et je n'ai pas su quoi dire. Euh, et puis, voilà, les choses ont continué. Je suis finalement partie. Mes amis m'ont dit que voilà, qu'il avait trop bu. Enfin bon. Mais je sentais quand même quelque chose dans cette. D'abord, c'est vrai que j'avais strictement rien fait pour le village et que j'étais certainement pas en mesure de faire quoi que ce soit dans un avenir proche en tout cas. Et, euh, et je partais et effectivement, dans le fond, la réalité prouve qu'il avait parfaitement raison. Je n'avais rien volé du tout, bien sûr, mais grâce à ce séjour, à leur aide, euh, j'écrirai une thèse et éventuellement j'aurai un job. Donc, il avait raison. Euh, C'était donc, comme j'ai dit, en 83. Euh, je crois que James Clifford ont écrit leur Writing Culture, ça a été publié en 86. Mais il y avait déjà un petit peu quand même tout ce mouvement de réflexivité, de remise en cause de l'anthropologie traditionnelle, enfin, avec les vues en surplomb, la façon d'utiliser comme ça, d'être... qui est-on pour pouvoir faire comme ça, d'être observateur et puis
sans rien en retour. Enfin, voilà, c'était dans l'air, mais c'était surtout que ce qu'il m'avait dit, même si j'avais fait comme si je ne le prenais pas très au sérieux, ça continuait de résonner en moi. Et puis voilà, j'ai écrit ma thèse sur des histoires de langage rituel comme ça, comme je l'ai mentionné, et puis j'ai d'autres choses aussi. Je n'y ai plus trop repensé. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir travailler pour la Deutsche Foko, enfin, à l'intérieur j'ai travaillé pour un programme de recherche de la DFG, donc de la Deutsche Forschungsgemeinschaft, qui avait un gros programme pluridisciplinaire sur le Népal et grâce auquel j'ai survécu après la thèse pendant quand même 3 années pleines, jusqu'à ce que j'ai la chance de rentrer au CNRS. Et pendant ces 3 années-là, j'avais compris que enfin, j'avais toute liberté de faire ce que je voulais, mais un thème qui plaisait pas mal, c'était l'idée un peu à l'allemande d'avoir une ethnographie régionale, de compléter mon corpus, et donc j'avais mis au point un projet sur une population voisine des Kamagars, les Tchantels, qui m'ont orienté vers tout à fait un autre type de travail. Parce que, bon, même si j'avais formulé mon projet comme ça, comme étant une sorte d'augmentation d'un corpus, enfin de compléter un corpus, dans le fond, ce qui m'a plus intéressé, c'était l'histoire de cette population. Les Magars eux-mêmes venaient, j'avais travaillé sur l'histoire de leur clan, venaient eux-mêmes de plusieurs régions différentes du Népal. Hein. Il faut se dire que le Népal, il faut l'imaginer avec ses 3 régions écologiques, la plaine, qui est la plaine du Gange, avec une frontière, mais qui n'a pas de frontière avec l'Inde en fait, mais sinon une frontière nationale. Mais ensuite, c'est les collines, ce qu'on appelle les collines, jusqu'à justement 2500 mètres, quelque chose comme ça, et qui est beaucoup occupée par toutes sortes de populations, mais essentiellement aussi, enfin, disons que les populations dites tribales ou qui parlent des langues tibéto-birmanes vivent dans cette écologie-là. Ils ne cultivent pas de riz, c'est plutôt du maïs, et puis, mais donc plus en hauteur, autour de 2000 mètres. Et puis au-delà, ce sont des populations plutôt d'origine tibétaine et souvent d'obédience bouddhiste. Tandis que la société de caste dominante au Népal et comme en Inde est hindoue. Un hindouisme populaire qui varie de région en région, mais disons que c'est quand même les références dominantes. Et ces populations donc tribales, dont les Kamagars sont une de ces populations. Il y a aussi, à l'ouest, il y a aussi les Gurung, et puis à l'est, les Rai, les Kiranti, c'est-à-dire les Rai, les Limbu, etc. Il y a jusqu'à, je ne sais pas, je devrais le savoir, surtout que ça a été beaucoup politisé, mais je crois qu'il y a pratiquement une centaine de ces populations qui revendiquent une identité propre. Et donc nous étions là déjà dans les années, milieu des années 80, donc plutôt dans la deuxième moitié, disons j'ai passé ma thèse en 85, donc c'était la deuxième moitié des années 80, où j'ai eu cette chance de pouvoir retourner sur le terrain avec l'idée de compléter le corpus chamanique. C'était assez intéressant de voir la façon dont cette même tradition, parce que c'est vrai que c'était la même tradition, était un peu transformée, déconstruite par bouts et morceaux, reprise par ces Tchantels. Alors mais ce n'était pas tellement ça qui m'a intéressée, même si j'ai écrit quelques articles sur ce sujet, mais c'était plutôt parce qu'ils étaient vraiment faits de morceaux. C'était d'anciens mineurs. Et ils avaient trouvé l'occupation des mines leur permettait, enfin, les mineurs étaient très encouragés. Le Népal avait eu besoin de beaucoup de cuivre,
pour non seulement les objets rituels, mais aussi pour des armes. Et il y avait eu des sortes de facilités qu'on avait données aux mineurs, qu'on appelle les agris, qui faisaient que des gens qui avaient eu des passés un peu douteux, ou bien des enfants de couples mixtes, des choses comme ça, enfin qui avaient besoin qu'on oublie un peu leur histoire, se faisaient mineurs, ou des gens pauvres, de toutes sortes. D'anciens esclaves, parce qu'il y a eu des esclaves aussi, il y a eu très peu de travail sur ce thème d'ailleurs, mais au Népal. Donc se sont retrouvés formés par une occupation commune, un groupe qui s'est fait appeler les Tchantels. Et quand je les ai rencontrés, ils étaient en pleine construction identitaire. Et ils revendiquaient, alors ils hésitaient entre deux options. D'une part, l'option en se faisant appeler Tchantel, c'était un nom de haute caste, donc de Takuri. Donc ils revendiquaient un passé plus noble, qui à l'occasion, en général c'était toujours ce qui était invoqué dans ce cas-là, parce qu'ils ont été obligés de s'enfuir vers des terres froides, ont commencé à boire de l'alcool et donc perdre leur pureté originelle. Donc ça c'était l'idée ça c'était l'option identitaire afin de mieux se faire être mieux intégré dans la société de caste. Ou bien l'autre option, plus ethnique, qui commençait à naître au Népal avec plus de force, qui représentait un intérêt politique, qui était de dire au contraire qu'ils formaient une population ethnique avec sa propre langue, le Tchantel, qui était, d'après ce que j'ai pu chercher, étudier avec une linguiste, une sorte de pidgin entre le népali et la langue je ne sais plus comment est-ce qu'on dit ça en français, des contractors, ceux à qui ils vendaient le minerai, et qui, eux, étaient des Takalis. Donc, c'était un peu une découverte. Il y avait eu un seul article écrit sur le chamanisme des Tchantels, mais pratiquement rien, enfin, il n'y avait strictement rien sur leur histoire. Et c'était très intéressant de voir comment, étant donné on n'existe pas en tant qu'individu dans la société de caste, on appartient toujours à un groupe, et bien ces Tchantels se constituaient en groupe à part, se créer, c'était le cas d'une ethnogénèse. Donc c'est là-dessus que j'ai travaillé. Et tout ça a pris, entre l'écriture de la thèse, où je suis restée à Paris, ensuite ces obligations, cet engagement dans la recherche avec les Tchantels, ma vie aussi personnelle a fait que je ne suis pas retournée chez les Magars pendant près de 10 ans. Et quand j'y suis retournée pour la première fois, donc depuis que je les avais quittés après ce long terrain, j'étais extrêmement nerveuse à l'idée d'y retourner. D'abord, entre-temps, mon népali était devenu bien meilleur que le Kham Magar, donc je craignais ne plus rien comprendre à ce qu'il me dirait. Et puis, c'était une époque où les téléphones ne marchaient, enfin il n'y avait pas question de téléphone de toute façon, hein, personne n'avait, c'était pas, même en 93, les gens au village n'avaient pas de smartphone, maintenant ils en ont tous, mais à l'époque ils n'en avaient pas. Et donc j'avais pas communiqué avec eux. De chez les Tchantels, j'avais envoyé
un porteur avec des cadeaux pour mes chamans, entre guillemets, mes chamans, de chaussures dont je savais. Donc ça, je suis contente qu'ils les ont tués, mais je n'étais pas allée jusque chez eux. J'étais restée à travailler chez les Chantel. Et donc, tout ça faisait j'avais une grande appréhension. Mais l'appréhension vient aussi, quand je reconstruis un petit peu mes souvenirs, du fait que, euh, en fait, de cette histoire de vol de culture qui m'avait laissé un goût amer. Et donc, voilà, je suis retournée chez les Magars, enfin, en 94 très exactement. Et en fait, tout s'est très bien passé, les gens étaient contents de me retrouver. C'est curieux d'ailleurs, c'est comme si de rien n'était. Enfin, euh, la notion de temps est un petit peu particulière, donc on me reconnaissait, on s'assurait que c'était bien moi quand même, mais bon voilà, oui, t'es rentré. Enfin voilà, c'était sans grand. Mais c'était chaleureux, donc il n'y avait pas de raison de craindre quoi que ce soit. Mais c'est là que pour la première fois, j'ai commencé à m'intéresser à... J'étais venue encore pour des histoires de chamanisme, sans doute, j'ai oublié. Mais ce que je n'ai pas oublié, c'est la scène à laquelle j'avais assisté d'un ancien chef de village. Non, il était chef de village à l'époque. Qui était dans sa petite quarantaine, qui avait débarqué lors d'une séance chamanique à laquelle j'assistais, et c'était dans la journée, avec un énorme transistor et qui jouait à plein tube des chants, enfin maoïstes, disons des chants révolutionnaires. Strictement parlant, c'était pas maoïste parce qu'ils n'appartenaient pas encore à ce parti maoïste révolutionnaire, mais c'était des chants communistes révolutionnaires. Et s'était installé, puisque comme j'ai expliqué, dans les séances chamaniques, tout le monde se met sur la véranda, voilà, et puis discute de choses et d'autres. Et lui était arrivé avec un petit peu, il était assez éméché, et il avait joué ses cassettes, et j'ai appris donc à cette occasion-là que peu de temps avant étaient venus des bazars du Sud, donc à déjà encore 4-5 jours de marche, une bande de jeunes gens, de militants, avec des bâtons, autant pour se frayer des chemins que pour donner un aspect peut-être un peu plus militaire, agressif à leur présence. Une sorte de, voilà, une dizaine de jeunes gens, hommes et femmes, qui venaient pour gagner les cœurs à leur cause. Et voilà, en disant que les choses ne pouvaient pas continuer comme elles l'étaient. Il faut savoir quand même qu'en 1990, il y avait eu enfin ça se préparait depuis longtemps, mais d'énormes manifestations à Katmandou, dans la vallée, et partout dans les grandes villes du Népal, qui avaient débouché sur l'acception par le roi Birendra d'une constitution qui a été déclarée en 1991. Donc le roi n'était pas destitué, non, ça non quand même, mais il avait accepté une monarchie constitutionnelle, donc avec un parlement. Et les choses, c'était un changement extrêmement important. Et il faut savoir que le Népal était à l'époque le dernier royaume hindou, reconnu comme un royaume hindou, et le roi est conçu comme une réincarnation du dieu Vishnu. C'était une institution très, très forte. Donc il accepte une constitution, c'était déjà un pas majeur, mais c'est allé assez vite plus loin, et après cette constitution, il y a eu des mouvements ethniques
de plus en plus voilà, revendicatifs, et en particulier des Magars d'ailleurs, qui ont débouché. Alors, en fait, je raconte mal l'histoire parce que justement, les mouvements ethniques étaient relativement secondaires. Mais c'est plutôt que les chefs de communistes révolutionnaires étaient au contraire tous des brahmanes, des gens éduqués, plusieurs chefs de l'ouest du Népal d'ailleurs. Et ces chefs avaient décidé, ça je ne le savais pas encore, mais d'installer progressivement une sorte de mobilisation dans les campagnes pour dans la perspective éventuelle d'une prise du gouvernement, enfin de renversement du gouvernement. Donc là, en 1994, j'entends ces chants et je m'y intéresse évidemment, et je commence une étude de la façon dont toute cette propagande va s'installer et finalement gagner pas mal de gens, enfin, voilà, convaincre pas mal de gens. Et je me demandais aussi pourquoi et comment. Et il y avait, accompagnant ces cassettes de chants, des illustrations, des images assez étonnantes, comme celle que peut-être on pourra voir sur le film, qui montre en fait une épée, l'épée royale, en train de décapiter non pas des buffles, comme c'est son rôle, mais des poignets levés, des poings levés, qui étaient des poings communistes. Et il y avait là, c'était intéressant à analyser ces images parce qu'on voyait vraiment une société en transition, à la fois comment la notion de sacrifice royal était utilisée là par la propagande de façon à ce que ce soit le peuple qui se saisisse de ce pouvoir régénérant du sacrifice. Donc il y avait là tout le début d'un nouveau mouvement et qui allait complètement transformer en fait ma recherche pour plusieurs années, puisque je me suis attelée à essayer de comprendre comment est-ce que cette insurrection militaire maoïste a pris et comment elle a impacté les Magars. Puisque les chefs, encore une fois, les chefs venus donc de l'extérieur, avaient choisi cette région comme une zone de refuge pour s'installer là. C'est de là qu'il ramenait qui a été très importante pendant toute la durée de la guerre du peuple, qui a duré donc de 1996 à 2006.